On va parler en effet aujourd'hui de Covid et dénutrition en EHPAD. Comme vous le savez tous, l'alimentation et la nutrition dans les établissements médico-sociaux est vraiment un enjeu crucial parce qu'un bon état nutritionnel contribue non seulement à limiter les pathologies liées au vieillissement, à préserver l'autonomie et bien sûr à maintenir une bonne qualité de vie. Les conséquences de la dénutrition sont majeures en général, ça vous le savez bien. L'alimentation, en effet, la nutrition dans les EHPAD est quelque chose de particulièrement crucial parce qu'il est constaté dans toutes les études que l'on fait, en particulier en EHPAD, qu'il y a une grande vulnérabilité nutritionnelle. Donc vous voyez cette dame qui là est contente de manger, peut-être qu'avant elle était seule chez elle et qu'en effet dans son cas en particulier l'EHPAD a été en effet source de convivialité et lui permet en effet de prendre un repas dans de bonnes conditions. Mais quand on regarde toutes les études qui ont lieu en EHPAD, on voit qu'on trouve en général 35% de dénutris. Donc vous voyez que tous les résidents sont vraiment à très haut risque de dénutrition. Or, ça représente quand même plus de 600 000 personnes en France qui vivent en EHPAD. C'est une population très âgée, une moyenne d'âge autour de 86-87 ans, qui est de plus en plus polypathologique et dépendante. La durée de séjour, c'est une étude de l'adresse qui est parue en mai 2017, a fait état d'une durée de séjour de 2 ans en EHPAD quand on venait du domicile, d'1 an quand on venait d'un hôpital SSR et seulement de 9 mois quand on venait d'un hôpital de court séjour. Le message, c'est quel que soit finalement le temps que l'on va passer en EHPAD, ce qui est important, c'est toujours de leur apporter du plaisir et en particulier du plaisir dans l'assiette. Mais comme ils sont à très haut risque de dénutrition, bien sûr, il va falloir leur apporter une alimentation suffisamment riche en énergie et en protéines. Il va falloir lutter contre le jeûne nocturne, en particulier en utilisant des collations, et toujours, bien sûr, leur apporter du plaisir, de la convivialité et lutter sur les restrictions, en particulier sur les régimes restrictifs. Pourquoi c'est important de lutter contre la dénutrition? Et là, je parle en dehors de tout Covid. Là, je vais vous parler en général en EHPAD. Donc, vous voyez déjà, on a 35% de dénutrition. Et cette dénutrition, qu'est-ce que ça favorise en particulier? Les infections. Donc, vous voyez que le fait déjà d'être dénutri de base va favoriser d'attraper bien sûr le Covid-19. Ça va diminuer l'efficacité du vaccin, donc particulièrement important en ce moment, cette période de vaccination contre la grippe. Cela va favoriser aussi de la déshydratation et on va voir que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans le cadre des patients atteints de Covid-19. Et je passe sur tous les autres effets délétères de la dénutrition, mais un point très important que je vous ai mis en vert sur la diapositive, c'est aussi la fonte musculaire qui va être majorée par l'état inflammatoire et d'hypercatabolisme. Et du coup, c'est excessivement important aussi de lutter contre la dénutrition pour préserver l'autonomie de nos résidents. Diapositive suivante. Donc là, c'était juste pour vous dire, là, vous voyez toute l'importance déjà, l'état de base hors Covid, de lutter contre la dénutrition, mais hélas, là, nous sommes en plein dans la deuxième vague, et là, je vous ai juste mis c'est le dernier bulletin ARS Île-de-France, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle région, où vous voyez quand même que là, même s'il y a un petit plateau qui s'amorce en Île-de-France, et dans certaines régions, il y a énormément d'épisodes actifs, toujours en ce moment, qu'il faut être particulièrement vigilant, parce que la Covid-19 peut rentrer dans n'importe quel EHPAD aujourd'hui. Pourquoi c'est important de lutter de tout mettre les mesures barrières pour éviter que le Covid-19 puisse rentrer et atteindre nos résidents? Alors déjà, il y a le confinement en lui-même. Le fait, bien sûr, de perdre cette convivialité à table, d'être isolé, va fragiliser les résidents, va favoriser les décompensations des pathologies chroniques, la diminution de la mobilité. Quand ils sont que dans leur chambre, ils marchent beaucoup moins dans le couloir. Moindre disponibilité des aidants, isolement social et affectif, parce qu'ils ne vont plus voir leurs proches, ou beaucoup moins, même si maintenant on fait des isolements le plus court possible. Donc vous voyez que déjà le confinement lui-même, même si le résident n'est pas touché par la Covid-19, va favoriser en lui-même cette dénutrition, ce risque de dénutrition.
Après, si malgré toutes les mesures barrières, nos résidents sont atteints par la Covid-19, cela va menacer l'équilibre nutritionnel de nos résidents, non seulement à la phase aiguë, mais aussi durant toute la convalescence, surtout en particulier s'il y a une obésité, et surtout, bien sûr, s'il y avait déjà une dénutrition avant que le résident soit touché. Et vous savez de plus que la dénutrition a une valeur pronostique péjorative, déjà hors Covid. Donc, vous comprenez bien qu'il faut impérativement que la dénutrition soit encore plus prévenue, à défaut dépistée et prise en charge très précocement dans les cas d'infection à Covid-19. Montrer ça, c'était avant la Covid-19. Donc, vous voyez qu'on pouvait, dans beaucoup d'EHPAD, apporter de la convivialité, plaisir et satisfaction lors des repas. Mais hélas, maintenant, depuis la Covid-19, ben c'est sûr que, vous voyez, là, je vous ai donné un exemple de ce qu'on peut voir quand on n'a pas d'autres moyens, c'est-à-dire que ben, de temps en temps, c'est des plateaux repas dans le couloir, même s'il y a une certaine animation, et que tout le monde essaye de faire au mieux pour avoir du plaisir dans l'assiette, donner de la convivialité pour le résident. Et il y a eu plein de très bonnes initiatives dans beaucoup d'EHPAD pour faire en sorte justement que ce lien relationnel, vous voyez, entre les résidents avec les soignants soit maintenu, et beaucoup d'initiatives sur lesquelles on pourra revenir dans un autre webinaire. Donc là, c'était juste ce schéma de l'ARS, l'ARS est très bien fait. C'était juste pour vous dire que l'infection Covid-19 s'accompagne d'une diminution précoce et particulièrement sévère des apports alimentaires. Ceci est expliqué à la fois, bien sûr, par les troubles respiratoires, dyspnée, toux, hypoxie, et aussi le syndrome inflammatoire qui peut en particulier se majorer au 7e, au 10e jour de l'infection. De plus, le stress psychologique, les troubles du goût et de l'odorat peuvent majorer l'anorexie. Il y a aussi souvent des troubles de la déglutition qui peuvent être aussi notés. Donc la diminution des apports protéiques, l'inflammation et l'immobilisation conduisent aussi à une fonte musculaire et une assénie qui sont le plus souvent majeures. Donc vous voyez, donc c'est un cercle vicieux de la Covid avec la dénutrition et qu'il faut absolument prendre en charge cette dénutrition au plus vite. Donc en cette période de circulation du Covid-19, plus de la grippe, je me suis permis de mettre, il est excessivement important de faire une surveillance nutritionnelle la plus rapprochée possible, de lutter contre la dénutrition dès qu'elle est bien sûr diagnostiquée, de prendre en charge et toujours associer cette prise en charge de la dénutrition avec une mobilisation physique indispensable. Donc dans ce cadre-là, tous les professionnels, et j'insiste, tous les professionnels de l'EHPAD sont impliqués. Cela va du directeur à l'équipe de soins, médecins, mais aussi bien sûr le médecin traitant qui a un rôle majeur à jouer dans la prise en charge de ces patients Covid, l'infirmier coordinateur, les kinés ou les APA que vous pouvez avoir bien sûr en EHPAD, les infirmiers, les aides-soignants, tous les agents hôteliers et bien sûr la cuisine. La cuisine là, a un rôle majeur et on voit aussi que ça a fluidifié la communication. Cet épisode de Covid, durant la première vague, il y a beaucoup de groupes qui disent que du coup, ils ont fait un tel effort en termes de cuisine pour rendre quand même appétant, goûteux les plats et lutter contre cet isolement des résidents, qu'il y a eu vraiment des initiatives extraordinaires au niveau de la cuisine. Donc, en tout cas, c'est l'affaire de tous. Donc, comment lutter contre l'impact du Covid-19 sur le statut nutritionnel des résidents ? Ben, vous allez voir qu'il y a des façons de lutter à tout moment. Avant que l'EHPAD soit touché, ça va être la prévention pour essayer de faire en sorte que tous vos résidents aient le meilleur statut nutritionnel possible pour affronter cette infection. Ensuite, il y a pendant l'épisode aigu, vous allez voir qu'il faut quand même faire une prise en charge nutritionnelle, même si souvent ils ont une anorexie. Ce qu'il faut, c'est limiter au maximum la perte de poids et la fonte musculaire. Et puis, après l'épisode aigu, il va y avoir la phase de convalescence qui va permettre une récupération nutritionnelle, musculaire et fonctionnelle. On va faire en sorte, enfin en tout cas on va essayer qu'il y ait une reprise pondérale s'il y a une perte de poids, mais c'est vraiment une des phases critiques pour la récupération de l'autonomie et en particulier il va falloir favoriser l'activité physique adaptée des résidents.
Donc, le professeur Agathe Reynaud-Simon va vous donner maintenant toutes les recettes, tous les moyens de parvenir à lutter contre cette dénutrition avant, pendant et après la Covid-19. Merci beaucoup, Laure. Je pense qu'en effet, je remercie déjà l'organisation de ce webinaire. Je pense que c'est important en ce moment de parler de nutrition et de dénutrition dans les EHPAD. C'est une population particulièrement fragile, comme tu l'as dit. Donc, 35% de dénutris, ça veut dire qu'une personne sur 3 dont on s'occupe en EHPAD est déjà dénutrie et en réalité, les autres sont à risque de dénutrition. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont tellement à risque de dénutrition? Eh bien, parce que probablement aussi, en raison du succès et du maintien à domicile d'une certaine façon, la population qui arrive en EHPAD est déjà très âgée, 86 ans en moyenne, polypathologiques, ils sont malades et ils sont dépendants. Et donc, c'est une population particulièrement difficile à nourrir. Et puis, c'est aussi une population qui a besoin d'être aidée pour l'alimentation, qui a caractéristique même autre. La responsabilité des EHPAD n'est pas nulle dans ce risque de dénutrition. On sait que la qualité de l'organisation des EHPAD en termes de dépistage de la dénutrition, en termes de protocole de prise en charge nutritionnelle, de surveillance nutritionnelle, a aussi un rôle, c'est-à-dire que mieux les EHPAD sont organisés pour s'occuper de la dénutrition, moins il y a de pourcentage de dénutris à caractéristiques des résidents égaux. Ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre pour pouvoir en effet prévenir et traiter la dénutrition en EHPAD. Alors, le bilan nutritionnel, c'est quoi? C'est simple en fait. Ça repose principalement sur la mesure du poids régulière. On doit pouvoir peser tous les résidents dans un EHPAD. On peut peser sur un pèse-personne pour ceux qui tiennent debout. On peut peser sur une chaise pèse-personne pour des personnes qui ne tiendront pas debout trop longtemps, mais qu'on peut transférer et qui tiennent assises. Et finalement, les lèvres malades peuvent être couplées aussi à un pèse-personne, ce qui fait qu'en théorie, il n'y a personne qu'on ne peut pas peser. Alors, je n'ai pas mis ici ce qu'il y a des fois dans les services de réanimation, c'est-à-dire des lits pèse-personnes, ce qui serait mon rêve, mais que je n'ai pas encore à l'hôpital. En tout cas, on peut se servir de ces outils et on peut peser. Ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé et ce qui correspond au protocole des EHPAD, c'est de peser une fois par mois. Il faut quand même garder en tête que peser une fois par mois, c'est quand il ne se passe rien de spécial. Rien de spécial en termes d'épidémie ou alors rien de spécial sur le plan individuel. Il faut savoir que si une personne a un épisode aigu, ça peut être la Covid, ça peut être autre chose, s'il y a une hospitalisation, s'il y a un événement particulier, c'est plus logique de peser une fois par semaine que d'attendre un mois pour identifier potentiellement une perte de poids. L'important, c'est que plus on va dépister rapidement une perte de poids et plus vite on va pouvoir agir, meilleure sera l'efficacité de notre prise en charge nutritionnelle. Il vaut mieux éviter d'avoir perdu 8, 10, 15 kilos. Là, la thérapeutique nutritionnelle, elle est plus difficile à mettre en place. Alors, pourquoi on pèse? C'est pour identifier les pertes de poids. Et donc, en fait, on pourrait faire une courbe de poids. Alors après, chaque EHPAD peut choisir comment il visualise, mais il faut que pour chaque individu, on puisse avoir un suivi individuel des différents poids mesurés. C'est important parce que, par exemple, cette personne-là qui pèse 78 kilos, on peut dire 78 kilos, ok, c'est bien. Mais si on s'aperçoit quelques temps plus tard qu'elle fait 71 kilos, eh bien, il y a une perte de poids de 7 kilos. Et donc là, c'est vraiment le moment où on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors qu'en fait, la perte de poids, elle remonte à plus longtemps. Donc, il faut pas avoir une feuille où on met le poids de chaque individu chaque mois. Il faut que pour chaque individu, on ait un suivi du poids à des dates données. En sachant que déjà perdre 3 kilos, c'est déjà un signe d'alerte, et perdre plus de 5% de son poids antérieur, c'est une dénutrition. Et puis après, pour mesurer l'indice de masse corporelle, donc le poids sur la taille au carré,
eh bien, vous pouvez utiliser l'IMC. La question qu'on me pose souvent, c'est comment on va mesurer la taille. Alors, elle peut être mesurée debout sous une toise pour les personnes qui tiennent debout. Elle peut être estimée par la distance talon-genou pour ceux qui ont une réglette et les abacs pour le faire. Elle peut être aussi la taille déclarée ou, ce qui est à peu près la même chose, la taille sur la carte d'identité. Ce qui est important, c'est d'avoir une taille parce qu'il vaut mieux avoir une taille un peu fausse et on peut avoir 3 cm, quelquefois 5 cm de différence. Finalement, ce qui compte, c'est de pouvoir mesurer l'IMC. Probablement que la meilleure taille, s'il fallait choisir intellectuellement, c'est la taille estimée à partir de la hauteur talon-genou, puisqu'elle donne une estimation de la taille du corps entier avec un effet pondéré du vieillissement. Alors, souvent, l'albuminémie est mesurée dans les EHPAD. Alors, souvent, il n'y a pas une très bonne compréhension de ce que représente l'albuminémie. L'albuminémie, c'est un indicateur de rupture de l'équilibre du métabolisme. Quand tout se passe bien, l'albuminémie est stable. On peut même perdre beaucoup de poids et garder une albumine normale. Pensez aux jeunes femmes, par exemple, qui souffrent d'anorexie mentale. Elles peuvent perdre énormément de poids, mais elles le font progressivement, sans pathologie intercurrente. Et vous pouvez avoir une personne jeune qui a un IMC à 14 avec une albuminémie complètement normale. Donc, pour que l'albuminémie bouge, il faut qu'il se passe quelque chose de souvent pathologique. Le plus souvent, c'est quelque chose qui aboutit à un syndrome inflammatoire plus ou moins important. À ce moment-là, l'équilibre du métabolisme protéique est rompu. Et donc ça, c'est un marqueur de gravité de la dénutrition et c'est un excellent marqueur pronostic de complications et de décès. Par contre, gardez bien en tête que l'albuminémie, elle n'est ni corrélée au poids, ni corrélée à la masse musculaire, ni corrélée aux apports alimentaires. Donc, vous ne pouvez pas remplacer une pesée par une mesure de l'albuminémie. Ce sont deux choses complètement différentes. Et en pleine période Covid, je dirais que chez quelqu'un qui est infecté, qui est malade, ce n'est pas très intéressant de doser l'albuminémie dans ces périodes aiguës puisqu'il y a un syndrome inflammatoire, l'albuminémie de toute façon va être basse, elle va être un bon marqueur pronostic, c'est sûr, mais ça ne va pas tellement guider votre prise en charge nutritionnelle. Ce qui est important aussi, c'est de continuer à surveiller les apports alimentaires. Alors, c'est à vous de me dire, mais j'ai l'impression que peut-être qu'il est plus fonctionnel dans les EHPAD, si on doit surveiller précisément, disons, les apports alimentaires, on va utiliser la méthode des portions. Donc, soit la personne a mangé entièrement le plat, soit à moitié, soit moins d'un quart, soit zéro. Ça, c'est quand on veut être un petit peu plus précis. Mais de manière générale, on peut très bien apprécier de façon visuelle et individuelle si telle personne qui d'habitude a mangé assez bien, tout à coup mange moins bien, les variations de l'apport alimentaire. Mais il faut rester vigilant là-dessus parce que le fait de perdre l'appétit est un indicateur très précoce, encore plus précoce que la pesée, sur l'arrivée d'une dénutrition et sur un risque nutritionnel. Donc, là, si vous êtes dans une période où la Covid n'est pas rentrée dans votre EHPAD, il faut faire de la prévention. On sait que la maladie Covid va atteindre plus volontiers les dénutris et que les dénutris vont faire plus volontiers une forme grave de Covid. Donc là, on est dans une population très à risque. Il nous faut une alimentation dense, riche en énergie et en protéines. Et donc, l'enrichissement des repas, c'est bien qu'il se fasse à la cuisine et la formation des chefs cuisiniers est vraiment capitale dans les EHPAD, mais il peut se faire aussi à l'assiette, c'est-à-dire que quand l'assiette arrive devant la personne ou qu'elle est servie à table, eh bien, on peut encore enrichir en mettant une noix de beurre, un peu d'huile d'olive, on peut enrichir en mettant un peu de fromage râpé ou de la poudre de lait. Donc, il peut y avoir des enrichissements à deux niveaux
pour les plats. Ce qui est important aussi pour que les personnes âgées puissent s'alimenter avec plaisir, c'est de donner plus de goût. Alors, l'alimentation fade, je pense que ce qui est pire pour les personnes âgées, il y a une petite diminution du goût, en particulier du goût du sel en vieillissant. Plus il y a des médicaments qui ne favorisent pas une bonne perception du goût, plus il peut y avoir des mycoses dans la bouche ou des appareils dentaires qui ne sont pas bien. Donc, donner du goût, c'est important. Alors, il faut faire comme pour les personnes jeunes qui mangent trop, c'est de donner beaucoup de goût. Alors, les régimes sans sel, c'est extrêmement fade. Ce qui n'a pas de sucre, c'est extrêmement fade. Et ce qui n'a pas de gras, c'est extrêmement fade. Donc, pour avoir du goût, il faut du sel, du sucre et du gras. Donc, finalement, c'est exactement l'inverse de ce qu'on vous propose pour, évidemment, prévenir l'obésité chez les jeunes, où vous voyez, il faut manger pas sucré, pas salé, pas gras. Et bien là, c'est le contraire. Et donc, vous pouvez y aller et en particulier vous aider potentiellement de condiments en plus personnalisés à table. Il y en a qui aiment peut-être la moutarde, il y en a qui aiment peut-être le ketchup, il y en a qui aiment bien peu importe quoi. Et du coup, vous pouvez petit. Et leur estomac a tendance à ne pas se vider très vite. Et donc, donner des aliments au repas plus à des collations, c'est important. Les collations, ça peut être dans la matinée, dans l'après-midi, le soir un peu plus tard après le dîner, ou alors le matin très tôt, avec pour objectif la diminution de la durée du jeûne nocturne. On s'aperçoit que dans certains établissements, et je dirais que les hôpitaux où je travaille, c'est le cas aussi, il peut y avoir beaucoup de temps passé entre le moment du dîner et le moment du petit déjeuner. Et en fait, il peut se passer 13 heures, 14 heures, des fois 15 heures, ce qui a été constaté proche de moi. Et on pense qu'à partir de plus de 10 heures de jeûne, en fait, le corps est en train de puiser dans ses muscles pour produire du sucre. En fait, le glucose qu'on a dans la glycémie qu'on a dans le sang, elle vient des réserves en glycogène du foie, mais elle vient aussi de la dégradation du muscle avec la production d'acides aminés. Et donc, au bout de 10 heures de jeûne, les personnes âgées sont obligées d'aller puiser dans leurs muscles pour maintenir leur glycémie et donc de perdre des muscles. Alors, tout ça, ça doit se passer dans un espace plaisir et je sais que les professionnels des EHPAD font beaucoup d'efforts pour essayer de maintenir le plaisir, la convivialité dans les EHPAD au moment du repas. Ça, c'est quand il n'y a pas la Covid. C'est important, cette aide personnalisée pour chaque personne en lui laissant le temps de manger correctement, mais aussi en l'aidant à s'alimenter correctement. Respecter les goûts et les dégoûts alimentaires, adapter les textures et pas forcément du mixé, du lisse pour tout le monde, mais une texture qui peut être adaptée et qui peut varier dans le temps. Il faut réévaluer la nécessité de ces textures. Des couverts ergonomiques qui permettent aux personnes âgées qui ont des handicaps, en particulier au niveau des mains, de s'alimenter de manière plus autonome et pas de régime, comme disait Laure. Alors, comment on peut enrichir? Vous voyez ici un petit tableau de repères nutritionnels. Ce qu'on voudrait, c'est enrichir en calories et enrichir en protéines. Et donc, vous avez, voyez ici, de l'huile, ce qui va augmenter le goût des aliments, qui va donner plus de fluidité aussi dans la texture. Une cuillère à soupe rase, c'est à peu près l'équivalent de 10 grammes d'huile, c'est 90 calories. On peut aussi ajouter un carré de beurre, 75 calories. On peut ajouter de la crème fraîche. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi des aliments qui sont intéressants parce qu'ils apportent pas mal de calories, mais ils apportent en plus des protéines, comme du gruyère ou de la béchamel dans les légumes et les féculents. On a 10 grammes de protéines, 175 calories. Alors, après, rien n'est interdit en EHPAD, c'est ça qu'ils ont de la chance. Eh bien, du saucisson, 120 calories, 7 grammes de protéines, c'est très intéressant. Les miettes de thon, l'œuf dur, etc., ça marche aussi. Le lait concentré sucré, non seulement c'est agréable au goût, mais en plus, ça donne des calories et des protéines. Du fromage blanc entier. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre d'assez intéressant sur le plan calorique? Alors, les amandes, les noix, c'est peut-être un petit peu difficile à manger pour
pour certaines personnes âgées qui ont des problèmes dentaires, mais sinon, c'est intéressant aussi. Donc, vous voyez qu'avec ce tableau-là, vous pouvez imaginer l'efficacité des enrichissements sur la prise alimentaire des résidents. Après, on peut aussi, un autre exemple de protocole individuel nutritionnel permet de savoir ce qui a été fait en restauration en termes d'enrichissement par yaourt, fromage, viande, poisson, œufs, etc. Et à quel moment ça a été proposé et mangé. Et vous voyez que la collation, elle a été proposée ici à 10 heures, au goûter, et puis des collations pendant la nuit ou le soir. On peut aussi donner des aliments denses sous forme de compléments nutritionnels oraux. Les compléments nutritionnels oraux, en fait, sont intéressants parce qu'ils sont particulièrement denses. Il y a de plus en plus de calories et de protéines dans des volumes de plus en plus petits. Et donc ça peut nous aider aussi. Mais si on utilise et qu'on propose des compléments nutritionnels oraux, il faut bien les utiliser. Donc, il faut une certaine traçabilité du nombre et du volume des compléments nutritionnels oraux qu'on a proposés et qui ont été pris. Il faut un petit peu de sécurité, d'hygiène, parce qu'on ne peut pas garder un complément nutritionnel oral ouvert à température ambiante plus de 2-3 heures maximum. D'ailleurs, ils sont meilleurs s'ils sont proposés frais. On peut les proposer sous plein de formes, sous forme de laitage, sous forme de crème, sous forme de jus de fruits. Il y a pas mal de gamme assez large de compléments nutritionnels oraux qu'on peut adapter. Après, les compléments nutritionnels oraux nature ou au goût neutre peuvent même être utilisés en cuisine. Et sinon aussi, quand les résidents en ont assez du goût du sucré, on peut aussi simplement les donner tels quels ou mettre une cuillère de Nescafé dedans, par exemple, ou de cacao pour un produit un peu moins sucré. Il y a aussi des compléments nutritionnels oraux sous forme de brioche ou de biscuits ou de madeleine, de petits pains, ce qui permet de varier l'offre. Souvent en EHPAD, on peut être aidé par l'enrichissement et la fabrication de petits plats et de collations denses plutôt que d'utiliser des compléments nutritionnels au long terme, mais en fait, les deux sont possibles. Alors, ça, c'était en temps habituel, en prévention potentiellement de l'arrivée d'une maladie Covid en EHPAD. Maintenant, dès qu'il y a un petit problème, on est confiné. Attention aux conséquences du confinement. La question là, ça va être comment on fait quand on ne peut plus se mettre en salle à manger pour respecter autant que possible les habitudes alimentaires des résidents et si on peut garder les présentations, l'assiette, quelque chose qui ressemble à une table de salle à manger. Comment est-ce qu'on peut faire pour surveiller correctement les ingestats? Il faut bien voir là si chacun est avec son plateau comme sur cette petite photo. Est-ce que les gens ont correctement mangé ou pas? Quels sont les retours assiettes? Veiller au maintien d'une aide suffisante. Alors, c'est peut-être mieux d'avoir les personnes comme ça dans le couloir avec des aidants qui peuvent éventuellement passer d'un endroit à l'autre et les laisser pour autant manger dans le temps qu'il leur faut. Il faut toujours faire attention à cette aide en cas de dépendance pour l'alimentation. Et en cas de confinement, on est déjà dans une situation à risque, on a perdu les repères habituels, on est dans une situation un peu stressante pour les personnes âgées. Et donc là, ce n'est plus le poids une fois par mois qu'il faut mesurer, c'est le poids une fois par semaine. Maintenant, on va aborder comment est-ce qu'on s'organise une fois que le résident a la maladie Covid. Alors, la maladie Covid, c'est une maladie redoutable pour beaucoup de choses et en particulier sur le plan nutritionnel. Pourquoi? Eh bien, il y a une première phase qui est la phase virale qui dure environ une semaine où il peut y avoir des symptômes qui vont gêner l'alimentation. Quand on a de la fièvre, on a moins faim. Quand on a des diarrhées, eh bien, on est assez perturbé en général et c'est difficile de manger autant quand on a de la diarrhée. Le fait de tousser, d'être essoufflé, gêne pour l'alimentation. Juste pour le temps qu'on met à mastiquer
les aliments, eh bien, et qu'on les avale, et bien déjà, les gens ont besoin de reprendre leur souffle et finalement, ils se fatiguent à manger. Après, il peut y avoir aussi des douleurs musculaires, des chutes, et surtout, les personnes qui ont la Covid sont extrêmement fatiguées. Probablement que certains d'entre vous ont déjà vu des personnes malades. Ce sont vraiment des personnes qui ne bougent plus, qui sont complètement immobiles, et ce qui est redoutable pour la force musculaire. Et enfin, vous avez tous entendu qu'il y avait dans la Covid une anosmie, une agueusie, c'est-à-dire qu'on perd l'odorat et le goût, et manger alors que l'alimentation n'a aucune odeur, aucune flaveur, aucun goût, c'est vraiment difficile, surtout quand on n'a pas très faim. Donc déjà, dans cette première phase, on a déjà beaucoup de bonnes raisons de ne pas bien s'alimenter. Et puis, dans la phase inflammatoire, qui est peut-être, vous avez entendu parler de l'orage cytokinique, une réaction aussi délétère que la période virale elle-même, puisqu'il peut y avoir de nouveau de la fièvre. À ce moment-là, on voit apparaître des épisodes de déshydratation et du coup d'hypotension. Les personnes peuvent être volontiers confuses. Et là, elles respirent mal, il y a une inflammation aussi dans les poumons, elles sont hypoxiques, elles ont besoin d'oxygène et si on a des lunettes à oxygène dans la figure, là aussi, c'est quand même un peu moins pratique pour manger. Quand on respire mal, non seulement on n'a pas faim, mais je vous dis, on a du mal à respirer quand on mange. L'inflammation, c'est pas bon ni pour l'appétit, ni pour les muscles. Et finalement, le traitement qu'on a maintenant, c'est-à-dire les corticoïdes, qui maintenant, semble-t-il, améliore vraiment bien la maladie Covid et aussi une molécule qui fait fondre les muscles. Donc, vous voyez que la Covid, c'est vraiment méchant pour moins s'alimenter et puis pour fondre ses muscles. Alors, chez la personne âgée, surtout en EHPAD, elle n'a pas attendu d'avoir la maladie Covid pour être à risque de dénutrition. On en a parlé, la dépendance, les troubles cognitifs, la polypathologie, la médication. Et ces personnes âgées font volontiers des Covid graves. Je vous rappelle que plus de 90% des personnes qui sont décédées de la Covid avaient plus de 65 ans et cette mortalité, elle augmente avec l'âge et en EHPAD, on a plus de 80 ans et donc on fait très volontiers des Covid graves. Quand on a un Covid grave, on peut être hospitalisé ou rester dans l'EHPAD. En tout cas, on va avoir besoin d'oxygène, on va avoir besoin de corticoïdes, on va avoir l'inflammation, l'alitement, l'anorexie. Et à la fois, tout ce que présentait la personne âgée avant la Covid et avec la Covid va aggraver de façon très importante la problématique de dénutrition avec une perte de poids souvent importante et rapide pendant la Covid-19. Alors, comment on fait pour essayer de faire manger une personne malade de la Covid? Alors, l'alimentation est plus difficile, l'anorexie, l'oxygénothérapie. Et donc, à ce moment-là, il faut proposer des petites portions plutôt que des grands plats, ce qui est déjà un peu votre habitude, mais les repas en entier vont difficilement être consommés. Il faut des portions très denses en énergie et en protéines, répétées dans la journée. Ça peut nécessiter l'adaptation transitoire des textures. Peut-être qu'une personne mangeait hachée et qu'à ce moment-là, elle a besoin de manger plutôt mixé, lisse. Il peut y avoir des compléments nutritionnels oraux qui, dans leur forme très compacte et avec un haut niveau de calories et de protéines, vont pouvoir aider à fournir un petit peu de carburant pour l'organisme. Il ne faut pas oublier que quand les personnes âgées ne mangent pas, le plus souvent, ils ne boivent pas non plus. La maladie Covid est en plus à haut risque de thrombose veineuse, donc il faut maintenir l'hydratation en plus des anticoagulants. Et cette hydratation, elle peut se faire par voie orale, par voie sous-cutanée et éventuellement par voie intraveineuse. Il ne faut pas oublier les vitamines et les oligoéléments et en particulier peut-être la vitamine D, bien qu'on ne sache pas très bien les rôles de tout ça dans la Covid. Si on est en échec d'alimentation après quelques jours, on peut se poser la question d'une nutrition entérale qu'on ne va pas démarrer en EHPAD,
mais éventuellement pour qui on peut adresser à l'hôpital, si on pense que, la personne va l'accepter, va comprendre le projet et va en bénéficier sur le plan nutritionnel. Alors, ce ne sera pas tous les résidents en EHPAD, mais il n'y a pas spécialement de raison de s'interdire a priori d'avoir un soutien de nutrition artificielle pour un individu qui pourrait en bénéficier. Là, vous avez une des fiches proposées par la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme sur les points de vigilance particuliers sur les malades âgés Covid+. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pour augmenter les aliments riches, pour atteindre 1,3 g de protéines par kilo de poids corporel et par jour. Ce qu'il faut, c'est une portion de viande, poisson ou œuf, au moins le midi et le soir. Au moins 100 g par repas à midi et 100 g le soir. Et 4 produits laitiers par jour. Donc, il faut s'organiser pour ventiler ça dans la journée pour essayer d'avoir suffisamment de grammes de protéines. Donc, on peut simplement doubler les parts de fromage ou de laitage aux 2 repas ou enrichir je dirais, enrichir les préparations avec du lait en poudre, de la protéine en poudre, du fromage et des œufs. Surveiller les apports hydriques, je l'ai déjà cité. Donc, si on estime qu'il faut boire au moins 1,5 litre dans les périodes où on est malade et on mange mal, eh bien, on peut utiliser une bouteille d'eau pour être sûr d'avoir toute la quantité d'eau bue sur 24 heures. On peut être amené, comme je vous ai dit aussi, modifier la texture. Alors, par exemple, des choses très sèches, ça va être quelquefois difficile à manger quand on a la bouche un peu séchée par la respiration par la bouche. Donc, on peut ajouter de la sauce, prendre plutôt des aliments tendres ou mous pour essayer de mieux manger. Et pour adapter à l'état de fatigue, des repas de petit volume et enrichis, fractionnés sur la journée, des collations et de l'aide au repas. Quand cette période est passée, on va aborder la convalescence. Alors, la convalescence, on a l'impression que c'est un terme un petit peu ancien, mais en fait, c'est une période très importante sur le plan nutritionnel et musculaire, parce qu'après cet orage qu'est la maladie Covid, le côté très inflammatoire avec grosse fonte musculaire, eh bien, il va falloir réparer, reconstruire. Et le moment de la convalescence, c'est un moment capital pour retrouver son autonomie, retrouver de la qualité de vie, retrouver même la bonne humeur pour continuer correctement son séjour en EHPAD. Ce qui est important, c'est que cette phase de convalescence, elle va être longue parce que le risque nutritionnel persiste plusieurs semaines après la phase aiguë chez les sujets âgés. On sait que les personnes âgées ont une mauvaise régulation de l'appétit. Vous savez déjà qu'elles n'ont pas soif, c'est bien les leçons de la canicule, mais elles n'ont pas forcément faim et surtout, elles n'adaptent pas leur faim aux besoins de leur corps. Ça veut dire que même s'ils ont perdu, même quand rien ne va trop mal, quand ils perdent 5 kilos, eh bien, finalement, le corps ne va pas envoyer des messages au cerveau en disant ben là, on a faim, il faut récupérer. C'est vraiment complètement différent d'un enfant ou d'une personne jeune qui, s'il a eu une période où il a moins bien mangé pour X raisons, que ce soit une maladie ou une autre, ben finalement va récupérer son poids de forme, l'enfant va récupérer sa courbe de poids pour reprendre comme auparavant. Les personnes âgées, une fois qu'elles ont perdu du poids, ben finalement, si on ne les aide pas à récupérer ce poids, elles ne le reprendront pas spontanément. Et puis, donc, c'est ça qui explique le retard à la récupération du poids de forme. En réalité, ce n'est pas seulement un retard. Quelquefois, si on ne fait rien, ils ne le récupéreront jamais. Et la perte de poids étant surtout liée à une perte de muscle, ils ont une grande difficulté à retrouver l'autonomie antérieure et ça peut prendre des semaines. Alors, quels sont les objectifs de prise en charge des patients Covid après l'infection? L'objectif, c'est la récupération nutritionnelle et par là, j'entends qu'il faut récupérer le poids d'avant. Il ne s'agit pas seulement de maintenir le poids, mais il faut regrossir après une infection.
Ça, c'est important. Alors, on ne va peut-être pas demander à quelqu'un qui est très obèse de regrossir, mais à partir du moment où le poids est à peu près normal, même un petit surpoids, il ne faut pas éviter de reprendre un peu de poids. Il faut récupérer ses muscles et il faut récupérer sa fonction. C'est une phase critique pour la récupération de l'autonomie. Donc, reprise pondérale qu'il faut accompagner par du renforcement musculaire, de la mobilisation, de la kinésithérapie et activité physique adaptée. Et tout ça, ça peut être aussi, si c'est possible, accompagné par un soutien psychologique. Les personnes âgées vont être un petit peu secouées à partir de cet épisode aigu qui a souvent été très violent. Il faut évaluer la perte de poids pendant la COVID-19 pour retrouver son poids cible. Il faut donner un objectif en termes de poids. Et puis, pour essayer de mieux prendre en charge sur le plan nutritionnel, rechercher la gueusie, l'anosmie, les mycoses, tous les troubles bucco-dentaires, les problèmes d'appareillage dentaire, et puis réévaluer régulièrement l'autonomie pour l'alimentation et l'appétit. Et donc, là encore, pendant la convalescence, c'est peser une fois par semaine et établir une courbe de poids individualisée pour chaque résident. En conclusion, et après je serai prête à répondre à vos questions comme Laure, les résidents en EHPAD sont à risque plus de dénutrition. Ce qui est important pour responsabiliser l'ensemble des professionnels, c'est de dire que la qualité de l'organisation autour des repas et de l'aide à l'alimentation a un impact certain sur la prévalence de la dénutrition. En cas d'épidémie Covid, le confinement et la maladie sont des situations à risque d'aggravation du statut nutritionnel. Et donc, il faut être particulièrement vigilant. Et cette vigilance, elle va se traduire par peser une fois par semaine et surveiller l'alimentation des résidents de plus près. L'objectif, c'est maintenir le poids et on y arrivera par l'alimentation dense, hyper énergétique, hyper protidique, 3 repas plus des collations dans la journée, le soir, le matin tôt, par exemple, une aide à l'alimentation, et puis pour garder ses muscles, mobilisation, kinésithérapie, activité physique adaptée. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Agathe, merci Laure. Donc là, c'était simplement quelques ressources, mais on vous enverra le PowerPoint pour que vous ayez accès à toutes ces ressources. Je vais reprendre dans le chat vos questions, mais n'hésitez pas à rallumer vos micros si vous voulez directement les poser en direct. Alors, on a une question sur les IMC, les critères de dénutrition pour les populations asiatiques. Est-ce qu'on considère que, vu que ces populations ont un IMC assez bas en général, un poids stable depuis quelques années, mais à l'épidémie normale, cet établissement se demande si on peut les considérer comme des populations dénutries ou non? Alors, dans les recommandations de 2007 de la Haute Autorité de Santé, on n'a pas fait mention de différence en fonction de l'origine ethnique des résidents. Après, dans les recommandations européennes qui datent de 2019, il y a en effet un ajustement de l'IMC sur les populations asiatiques. Et au lieu de parler d'un IMC inférieur à 22 pour parler des nutritions, il parle d'un IMC inférieur à 20. Après, il faut savoir que la dénutrition, elle est pas forcément si souvent que ça portée sur un IMC, parce que les résidents, peut-être dans 10% des cas, ils ont un IMC bas, mais le plus souvent, il s'agit de personnes de poids normal ou en surpoids, voire obèses, qui ont perdu du poids et qui sont dénutris à cause de la perte de poids et de muscles. Oui, effectivement, c'est important de le rappeler. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Avez-vous des partages d'expériences particulièrement efficaces pour l'organisation de la distribution des repas en chambre et de l'aide à l'alimentation pour limiter les effets néfastes du confinement en chambre? Du type repas dans les couloirs pour accompagner au mieux un grand nombre de résidents. Je crois que c'est Laure qui va répondre là. Il y a eu des expériences, oui, des retours d'expérience assez très intéressants. Alors, il y en a qui se sont servis du statut nutritionnel, du statut Covid des résidents. Par exemple, ceux qui savaient que, par exemple, les résidents étaient tous les deux
touchés ou alors avaient été touchés parce qu'ils avaient encore des anticorps d'une infection antérieure. Donc plutôt que de les laisser isoler chambre à chambre, par exemple, il y en a certains qui ont organisé des repas 2 à 2. Comme ça permettait de limiter l'isolement. Il y en a d'autres, bien sûr, et ça c'est suivant l'organisation du confinement dans les EHPAD, qui ont favorisé au maximum de faire des petites salles à manger, justement toujours en tenant compte, bien sûr, du statut des Covid des résidents, c'est-à-dire qu'il y avait certaines ailes seulement qui étaient confinées pour justement garder cette convivialité autour d'une petite salle à manger dans cette unité-là. Après, je suis sûre que parmi vous, il y a énormément d'EHPAD qui ont eu des idées extraordinaires justement pour garder une convivialité. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire part de ce retour d'expérience. Et c'est vrai qu'on aimerait bien monter par la suite justement, parce qu'on parle maintenant déjà d'une 3e vague qui pourrait peut-être arriver, justement de faire partager aux autres justement tous ces retours d'expérience très positifs qui permettent de lutter contre l'isolement et qui permettent donc de lutter contre la dénutrition. Oui, effectivement, n'hésitez pas à nous faire partager vos retours d'expérience. Et dans la même idée, on nous demande aussi comment faites-vous dans vos établissements pour réduire le jeûne nocturne? Alors, je ne sais pas si Laure ou Agathe, vous pouvez y répondre. Laure, vas-y. Alors, c'est vrai que c'est très difficile en EHPAD d'agir sur les temps de repas, mais il y a 2 choses sur lesquelles qu'on peut faire facilement. C'est donner une collation nocturne. Donc déjà, ça permet justement d'avoir un apport, on va dire, énergétique et souvent protidique, donc entre le dîner et le lever. Et il y a pas mal d'EHPAD aussi qui font beaucoup plus maintenant un petit déjeuner beaucoup plus justement à la carte, et quand les gens se lèvent très tôt, aussi servent des petits déjeuners très tôt. Après, de toute façon, toutes les mesures, vous pouvez aussi être très créatif et innovant pour lutter contre justement cette période des fameux, entre guillemets, 12 heures. Mais je pense qu'en effet, la collation nocturne et tout ce qui peut être apporté durant la nuit est vraiment une piste très intéressante pour les EHPAD. Je ne sais pas si toi, Agathe, tu as d'autres... À l'hôpital, il y a eu des différentes tentatives. Il y a eu une tentative de donner les petits déjeuners plus tôt. Alors, les équipes du matin, elles sont là à partir de 7 heures et souvent, on pouvait voir les repas, les petits déjeuners distribués à partir de 8h30 ou quelquefois de 9h. Et du coup, on a fait à un moment l'effort de donner les petits déjeuners vraiment entre 7h30 et 8h30, donc plutôt tôt. Et pour essayer de voir l'efficacité de ça et essayer de convaincre les équipes, on a mesuré les ingestats chez ceux à qui on donnait 7h30, 8h30 et des autres 8h30, 9h30, en faisant en 2 salles. On s'est aperçu que ceux qui avaient le petit déjeuner tôt, donc non seulement ils étaient plus contents en réalité, parce qu'ils sont à 7h30, ils étaient la grande majorité réveillés, et en plus, ils avaient mangé presque 250 calories de plus par jour. Donc, on a vraiment une efficacité avec ça. Après, le contrôle des horaires des repas est important aussi. On essaye de donner le dîner aussi un petit peu plus tard, à 19h, mais ça, ce n'est pas toujours possible dans tous les EHPAD. Et puis, finalement, j'ai aussi entendu parler d'une expérience intéressante où, comme tu disais, le petit déjeuner, finalement, il est assez variable d'un individu à l'autre. Il y en a qui vont le prendre très tôt et d'autres un peu plus tard. Et dans certains EHPAD, il y a eu l'organisation d'un buffet petit déjeuner qui était ouvert depuis, je ne sais pas, 7h du matin peut-être, et jusqu'à 10h, qui fait que les personnes âgées pouvaient le prendre, le petit déjeuner, non seulement à l'heure qu'ils voulaient et sous forme d'un buffet, donc ils pouvaient manger plus, et en plus, certains résidents revenaient 2 fois. C'est-à-dire qu'ils prenaient 2 petits déjeuners. Et 2 petits déjeuners, moi, ça me paraît parfait pour cette population-là. Il y a une autre expérience aussi qui était intéressante, c'était dans plusieurs EHPAD. Ce sont les infirmières qui s'en sont emparées et au moment de la distribution des médicaments du matin, donc très tôt quand elles arrivent, elles ont accompagné la distribution du médicament par un jus de fruits enrichi. Ah oui, très bien. Et ça, c'était très bien parce que ça était toujours, l'enrichi a tout de suite été consommé, il n'y a eu aucun retour et au moins on était sûr que ce jus de fruits enrichi était bien consommé par le résident, lui apportait une énergie et donc rompait aussi ce jeûne nocturne. Voilà.
Et puis Bah, sinon, il y a aussi, juste une dernière expérience qui me vient en bien tête, sûr. c'est les EHPAD qui ont mis des distributeurs, comme des réfrigérateurs avec une porte vitrée où on voit toutes les collations à l'intérieur. Et ce qui fait que quand les personnes âgées passent devant, et ben, en fait, elles peuvent avoir envie de consommer, elles ouvrent, elles prennent. Et du coup, ça augmente les prix alimentaires dans l'EHPAD aussi. Mm. Parmi une autre pratique qu'on nous fait remonter, qui est très intéressante, c'est de s'appuyer sur un établissement qui nous dit qu'il met en place beaucoup de repas festifs, des semaines de goût, Tour de France, des dom-toms sur une semaine, des repas d'Halloween, voilà, en rapport avec des événements. Donc Oui, ça peut être très intéressant aussi à mettre en place. On nous dit également qu'un établissement a mis en place une sectorisation en septembre afin de pouvoir rassembler et faire manger nos résidents par secteur. Donc, a priori, c'est un EHPAD qui n'est pas touché par le Covid pour le moment. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Touché par le Covid, mais tu peux avoir un secteur Covid, justement. C'est-à-dire que tu tiens compte de ton statut Covid. En effet, c'est très intéressant. Et beaucoup d'EHPAD, justement, ont essayé justement de connaître au maximum le statut Covid, soit parce que les patients étaient symptomatiques, ils avaient un test PCR. Il y en a aussi qui ont fait des sérologies de rattrapage pour véritablement connaître le statut Covid et pouvoir justement mettre ensemble des résidents dans un secteur tout en protégeant les autres. En effet. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Nous sommes pile poil à l'heure. Eh oui, c'est parfait. Bon, bah écoutez, je vous propose qu'on arrête là. Merci infiniment, Agathe, Laure. Ce webinaire sera disponible, comme d'habitude, en replay. On vous envoie également le PowerPoint sur lequel vous retrouverez toutes les informations dont vous avez besoin. Et puis, on se retrouve à très vite, le mois prochain, pour une autre thématique, pour un autre webinaire. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Merci. Au revoir.